Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai intitulé cette vidéo «Un nouvel humain pour 2026» avec, un point d'interrogation parce qu'on est, à ce tournant, à ce point de bascule, majeur que vous avez certainement entendu déjà à travers, des vidéos, qu'elles soient, spirituelles, que ce soit en termes d'astrologie, de prédiction, bref, si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez un petit peu à la spiritualité. Mais pour moi, Hem, alors c'est ma vérité, que je vais, si jamais, tu me suis un petit peu depuis un moment, que je vais démontrer, pas à pas. D'ailleurs, je t'invite à t'inscrire à la newsletter si tu le souhaites et également accéder à Patreon où tu peux devenir membre gratuitement. Après, il y a d'autres paliers, mais où j'explique, beh, il y a mon site aussi, hein, évidemment, je vais publier régulièrement où, j'explique, pourquoi est-ce que, pour reconfigurer le monde qui ne nous plaît pas, hein, on a, les gens qui sont, en dépression, il y en a jamais eu autant de burn-out. J'ai vu la semaine dernière que le hashtag favori sur les réseaux sociaux, c'était, antidépresseur, que c'était presque devenu une mode. On a, des femmes qui sont de plus en plus, victimes au-delà de toutes les violences séculaires, mais, victimes, de maladies, auto-immunes. Bref, le monde ne tourne pas rond et il y a malgré tout comme donc cette prise de conscience et en même temps un sentiment, qu'on ne pourra rien y faire et que, rien ne va changer si ce n'est, peut-être, par une forme de parole, divine de quelqu'un qui va nous ramener, l'ordre. Alors qu'au contraire, ce que je vais essayer de montrer dans cette vidéo, entre autres, hein, parmi d'autres, c'est que c'est en allant dans le chaos, qu'on va pouvoir accéder, à cette porte du nouvel humain, alors qui n'est pas que symbolique, hein, puisque je vais le montrer après au niveau des configurations, des constellations, au niveau des placements des constellations et évidemment des différents signaux comme, Troie Atlas par exemple, mais pas que, il y a aussi Lemon, il y a aussi Swan. Je vais pas pouvoir toutes les faire, dans cette vidéo. Eh bien, il y a plein de signes qui nous invitent à aller à l'intérieur de ce chaos que nous avons tous en nous, puisque nous venons du chaos, hein, je le répète à chaque fois, mais au départ étaient les ténèbres, puis est arrivée la lumière, d'accord? Donc on ne peut trouver sa lumière intérieure que en allant dans ses propres ténèbres. Et une des voies pour moi, c'est d'accepter, alors au-delà, du fait que tout est illusion et qu'il faut lever le voile et lever le voile signifie lever le voile aussi sur nous, sur nos propres illusions, sur nos propres masques, sur nos propres peurs, sur nos propres croyances, mais aussi, et c'est ce que je vais m'efforcer de faire sur toute cette fin d'année 2025 et surtout 2026, et j'espère avec vous, puisque je vais mettre bientôt en ligne des formations aussi bien déjà pour vous au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel pour ancrer des nouvelles pratiques. Et ça passe par le démontage, le démantiblement, appelez-le comme vous voulez, du ciel, de sa mythologie, de la spiritualité et de l'astrologie, donc de tous les dogmes qu'on nous vend depuis 3000 ans, qui sont faux et qui du coup nous ont construit, hein, la parole, la communication, et la vibration première, d'accord? Tout le son, tous les sons, que ce soit à travers, la musique, à travers, tout ce qu'on émet, hein. Donc évidemment, ça passe par le langage, par le logos, la parole et créateur de réalité. Et depuis 3000, 4000, 5000 ans, on nous a enfermés dans une réalité fondée sur un prisme patriarcal. Je m'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes là, hein, je tiens bien à le préciser et je vais prendre d'ailleurs un exemple,
très simple à la fin de la vidéo, auquel tu pourras, je pense, facilement te comparer, qu'il s'agit de Camille Claudel, que tu sois homme ou femme, qui était du signe du Serpentaire. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc là, l'objectif, c'est de te montrer que finalement, il y a de telles puissances qu'on peut appeler aussi des égrégores qui tentent de te maintenir dans ce manuel inversé, dans cette carte simplifiée, dans ce ciel qui est amputé de son corps, de ses véritables énergies, de ses véritables messages, avec une roue coupée en 12 parts égales, alors que le ciel, évidemment, ne l'a jamais été, la vie ne l'a jamais été. Là, c'est une forme d'enfermement dans un cycle karmique qui n'en finit jamais. Donc avec des maisons imaginaires, des mythes reformatés, et ça, je vais tous les démonter un par un. Par exemple, on parle de Jupiter, je vais aller très rapidement là-dessus, mais c'est pour te donner un exemple, pour au moins essayer d'accrocher, on va dire, ton intérêt. Jupiter ou Zeus, pour les Grecs, Jupiter pour les Romains, donc qu'on représente comme la roue de fortune. Bah tiens, la roue qui tourne, qui ont les 12 mois de l'année, le chiffre 12, voilà. Qui est vu donc comme une chance, comme une opportunité. Eh bien moi, en fait, je te le dis, et tous les textes le montrent, si jamais on va un petit peu plus loin, Jupiter et Zeus ont émasculé donc Ouranos, donc Saturne, pour pouvoir prendre le pouvoir, aidé donc par la Terre mère qui l'a protégé, mais finalement il a créé ensuite ses propres dieux, donc Apollon, Hermès, Athéna, qui est née du crâne de Zeus quand même. Donc bon, en fait, il a reformaté le ciel pour qu'il soit à ses ordres. Alors, c'est pas anodin ce que je dis, parce que Jupiter domine la planète, que ce soit par le règne, par les empereurs, par l'argent, par la mainmise, en fait, sur la matérialité, sur notre vie de tous les jours. Alors que Jupiter, au-delà de tous les méfaits qu'il a pu exercer de Zeus, comme tu veux, que je vais me faire un plaisir d'expliquer, est avant tout un violeur hors pair, et qui a notamment utilisé son foudre, puisque la foudre, à la base, était confectionnée par les nymphes, et ensuite qu'il a essayé de faire avec ses frères, donc Cyclopes, pour aller renverser donc les titans, donc les, les puissances originelles justement des différents éléments, pour pouvoir ensuite diriger et foudroyer ceux ou celles, surtout, qui s'opposeraient à son règne. Et en utilisant ses pouvoirs, en se métamorphosant, pour aller convoiter, pour aller violer les différentes conquêtes à sa guise. Et puis bon, bah des fois, hop, il allait les mettre dans le ciel et il leur inventait une histoire bon, pour les mettre à sa merci, à ses ordres. Voilà. Voilà la constellation à 12 signes, à 12 maisons qu'on te vend depuis 3000 ans. Et c'est pour ça que pour moi, c'est déjà, ne serait-ce que pour ça, il est temps de casser en fait cette matrice. Et ça fait partie entièrement, pour moi, de la matrice. Le ciel, il n'est pas circulaire, d'accord? Le ciel, il est spiralé. Et donc, quand on te fait retourner tout le temps dans cette roue, là, hop, on arrive au mois de janvier d'ailleurs, qui est Janus, je vais en parler rapidement, qui est au-dessus d'ailleurs de Jupiter, c'est presque encore pire. Eh bien, on te dit, allez, le renouveau, ah bah qu'est-ce qui m'attend? Et donc on t'offre des prédictions, ah bah qu'est-ce qui m'attend, tiens, pour le bélier en 2026, ah 2025, mais tu l'as déjà oublié de toute façon. Donc, plutôt que d'être acteur de ta vie, tu vas
te figurer sur cette roue, je dis tu, moi aussi, hein, même si j'ai jamais, enfin les horoscopes, et tout ça, j'ai jamais trop, mais par contre les dynamiques globales m'ont toujours, intéressée et c'est justement en m'y intéressant et en proposant des lectures que je me suis rendu compte petit à petit de la supercherie. Heu et surtout des personnes, déjà moi, mais ensuite, des personnes que j'ai accompagnées, qu'en fait ça correspondait pas au niveau du tropical, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors on peut toujours essayer de recoller les éléments, mais il y a quelque chose qui n'allait pas et donc cette roue-là, on te fait retourner, bah tiens, 2026 ça va aller mieux. Ils l'ont dit, il y a quelque chose qui se prépare. Mais il y a rien qui se oui, alors oui, Jupiter, les empereurs, oui, eux, ils ont déjà préparé leur plan et ils rigolent. Ils rigolent un peu moins parce qu'ils sentent quand même qu'il y a des choses, qu'il y a des des êtres, des personnes qui se réveillent. Mais elles sont trop peu majoritaires pour exercer une influence et donc, bah, pour les contrecarrer, on a ces égrégores de puissance et l'astrologie à 12 signes, je le répète, en fait partie. Je pense que je vais essayer de contacter, des astrologues qui sont sur la toile depuis très longtemps pour essayer de les convaincre et en même temps, je peux comprendre, hein, quand ça fait 20 ans, 30 ans qu'on exerce, dans ce domaine-là, c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Mais et je sais que ça va révulser, certains, mais en fait, pour moi, du coup, ils contribuent au système. Et étrangement, certaines personnes que j'aime beaucoup parce qu'elles sont très péchues, très spirituelles et elles s'intéressent beaucoup au-delà de l'astrologie à plein d'autres choses. Ces personnes-là sont épuisées, sont fatiguées et elles savent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Elles essayent de le légitimer par les cartes, mais en fait, elles voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, pourquoi? Parce que si jamais on écoute l'astrologie tropicale, alors je vais pas te montrer pourquoi elle est fausse là dans cette vidéo-là. Tu peux aller voir sur Patreon, tu peux aller voir sur mes articles que je vais multiplier sur mon site et sur cette chaîne-là aussi. Mais sur cette chaîne, je voudrais proposer autre chose, une autre lecture, notamment à travers les cartes, hein, parce que évidemment, du coup, le tarot, enfin, la triade, je sais maintenant pourquoi je l'ai acheté, je sais pourquoi j'ai le tarot égyptien, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est là-dessus que je voudrais m'intéresser, là, à travers sur YouTube notamment, mais sur mes autres supports. Je vais faire des petites capsules aussi, je pense, sur TikTok, mais voilà, il faut aussi que je choisisse. Euh, donc, au niveau de l'astrologie tropicale, logiquement, hein, on est donc la pleine lune vient de se passer, normalement en Sagittaire, donc il est où là, Sagittaire, avec une pleine lune en face en Gémeaux. Donc on te le vend, il y a une soif de transmission, d'apprentissage, de nouvelles conquêtes, de nouvelles, mais on voit bien qu'il y a des configurations compliquées, hein, parce qu'avec la pleine lune en Gémeaux et les différents, carrés et oppositions, qu'on a, bon, bah, du coup, ça pose un problème au niveau de la communication, hein, le Gémeaux, du positionnement, des relations sociales, si jamais en plus on y ajoute la maison, les différentes maisons, de l'apprentissage, il y a aussi le fait de couper un petit peu le cordon qui je suis par rapport aux autres, etc., etc. Alors maintenant, je vais te poser la question. Est-ce que dans les différentes et multiples lectures que tu as pu lire, aussi bien au niveau de ton signe qu'au niveau de cette pleine lune qui vient de passer, hein, pourquoi j'en parle là maintenant? Parce que j'aime bien parler des choses a posteriori, comme ça, tu te rends compte si c'est réel ou pas. Parce que si jamais je te parle de quelque chose qui aura lieu dans 1 mois, 2 mois ou voire même 6 mois, tu l'auras déjà oublié en fait, hein. Donc là, est-ce que depuis ces derniers jours, depuis 4-5 jours là, est-ce que tu as senti cette soif d'apprentissage, d'expansion? C'est ça le Sagittaire, hein, de voyage, de nouveaux horizons, logiquement, hein, dans
la configuration classique des signes comme on te les a vendus. Est-ce que vraiment tu as senti des tensions par rapport à ça et en même temps une soif d'apprendre et en même temps le fait de devoir aller dans les profondeurs, mais de te sentir poussé par parce qu'il y a Jupiter logiquement qui est en Cancer dans l'astrologie tropicale, mais que ça passe par une préservation de ton foyer, de tes mémoires, enfin bon, voilà, tout ce qu'on a pu te dire, je vais pas revenir là-dessus. Ou est-ce que tu te sens épuisé sans savoir pourquoi, tu te sens vidé de ton énergie. Alors on va dire ouais mais c'est normal, c'est la fin de l'année, c'est toujours comme ça en décembre, année 9 en plus, préparation pour un nouveau cycle. Non, là je te pose la question en toute objectivité. Est-ce que tu sens en toi qu'il y a ton corps qui te parle là depuis, allez, bon, ouais, ça fait 6-7 mois que c'est très très clair en termes de messages, de canalisation, de change, d'inversion de cycle, d'un sablier qu'il faut retourner. Alors toi, c'est peut-être plus moins évident, on va dire, selon évidemment ton chemin, mais est-ce que tu sens qu'en bas, là, en bas, dans la matière, tu vois, un peu phénix, si jamais je devais reprendre ça, vraiment au niveau de tes genoux, au niveau de tes hanches, au niveau de tes organes sexuels, au niveau de ton utérus si tu es une femme, au niveau de ton sacrum ou de ta prostate, au niveau de, euh, de tout ce qui va être vraiment tout ce qui doit être vidé, évacué, mais par le bas. Est-ce que tu sens comme quelque chose qui te plombe et que tu sais que tu dois le purifier, tu sais que tu dois le dégager, mais tu sais pas comment faire? Ça n'a rien à voir avec le Sagittaire, ça. C'est Ophiuchius, c'est le serpentaire. C'est celui qui, malgré les blessures, malgré les traumas, arrive à trouver un remède. Le remède, en fait, il est en toi. J'ai fait un article là-dessus, mais je vais même, et j'en reparlerai dans les vidéos, c'est pas féminin, masculin. On est sur cette réconciliation, c'est pour ça que je parle de l'aube d'un nouvel humain. Pourquoi? Parce que Ophiuchius, c'est... Alors, déjà, c'est l'élève de Chiron. Les deux, à titre indicatif, hein, sont issus de viols de Zeus, Jupiter, selon les traditions. Donc, ils ont été, à un moment donné, exilés ou transformés, etc. Mais je reviendrai là-dessus. Mais les deux, donc, et en plus, les deux grandissent sans mère. Hein. L'un parce qu'il a été arraché au moment où il brûlait, donc ça c'est Apollon. Oui, oui, c'est Apollon, pardon. Apollon qui se rend compte que l'une de ses, on dit sa femme, mais pas du tout en fait, hein, que l'une de ses concubines de son harem l'a trompé avec un humain. Parce qu'elle a peur d'être abandonnée, parce qu'elle vieillit, et donc du coup il décide de la cramer, hein, moindre des choses quand même. Et au moment où elle crame, bon, je fais rapidement l'histoire, il se rend compte qu'elle est enceinte, donc quand même il arrache l'enfant et puis il les confie notamment à Chiron, transformé, et celle qui l'a violée se transforme, il me semble, c'est un arbre, je crois, mais on reviendra là-dessus. Bon, t'as compris, à la base, on a deux masculins un peu blessés, un peu émasculés, et euh, un peu seul au monde, mais qui du coup, par cette naissance-là, de bâtards même, hein, si jamais on va jusqu'au bout, puisent dans la nature leurs forces et guérissent. Donc prennent pleinement, en fait, si tu veux, l'énergie du féminin sacré. Puisent dans la nature, dans la terre-mère, les remèdes
par la parole aussi, par l'attente, par l'incubation, hein, les remèdes pour pouvoir guérir les hommes, pour pouvoir les régénérer, et même Asclépios, Ophiuchius, faire revenir les gens de la mort. Ce qui ne plaît pas d'ailleurs à Pluton, Hadès, parce qu'il lui prend les gens des enfers, donc ça va pas. Bon, c'est pour t'expliquer un petit peu cette symbolique-là. Pareil, je reviendrai sur chaque mythe. Dis-moi si ça t'intéresse, parce que c'est vraiment, c'est fascinant. C'est pour ça que je dors si peu et que je prends si peu tant de temps et que il y a un peu moins de vidéos, parce que c'est énorme. Et ça, dis-toi bien que tous les jupitériens, hein, ou tous les Zeus, pas autoproclamés, qu'on a laissé s'autoproclamer, ont bien sûr les clés, hein, de tout ça. Bien entendu. Bien entendu. Donc, Ophiuchius, si jamais tu te sens comme ça, que tu sens qu'en fait tu as le pouvoir en toi, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui est déséquilibré, que tu sois homme ou femme, toi en tant que femme, que trop longtemps peut-être tu as laissé ta santé se dégrader, ou que trop longtemps tu te sens, voilà, encore une fois, hashtag antidépresseur sur TikTok, que tu te sens dépossédé de ton énergie, de ta vitalité, de ton élan à faire changer les choses, à bouger, c'est tout ça, hein, les chakras du bas, et qui du coup te coupe complètement de ton chakra du cœur, et t'empêche de recevoir les bons messages, donc sur les chakras du haut, hein, et ensuite de bien savoir comment les exprimer, comment les entendre par le chakra de la gorge, d'accord, pour faire rapidement. Et que toi, en tant qu'homme, pareil, tu sens que ta toute puissance qu'on te vend, qu'on t'a proclamée, avec laquelle tu as été éduqué, mais en fait finalement, elle t'oppresse, elle t'oblige plutôt qu'elle ne t'élève. C'est normal, hein, c'est parce qu'on est en Ophiuchius. C'est-à-dire que c'est cette prise de conscience qu'en fait le pouvoir, j'y reviendrai encore, mais Ophiuchius, son emblème, c'est le serpent avec le bâton entouré autour. Ça n'a rien à voir avec le caducée, hein, le caducée d'Hermès avec les deux serpents, qui est pour moi l'un des premiers vols majeurs et de manipulation. Mais c'est de comprendre qu'en fait, en domptant son propre serpent intérieur, mais en même temps en l'intégrant, hein, ces écailles, cette mue, ce poison, etc., surtout après le scorpion, c'est qu'en fait, on a la capacité d'être son propre poison et en même temps son propre pouvoir guérisseur. Mais il passe par soi. C'est par soi qu'il passe. D'ailleurs, Asclépios donc Ophiuchius avait le don de faire revenir d'entre les morts, et Chiron était dit immortel. Et d'ailleurs, il a demandé à être achevé, parce que sa souffrance était trop grande. Et elle est là, en fait, pour moi, la question. C'est à quel moment est-ce qu'on se plie en disant c'est bon, maintenant je peux plus, et je me plie finalement à cette souffrance, ou j'essaie de l'oublier d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce qu'on reprend notre pouvoir de guidance intérieure, de spiritualité, de guérison immense, qui a été enfermée et occultée par cette réunion du masculin et du féminin, parce qu'elle fait peur, notamment le féminin, évidemment. Et en face, on a la Lune, qui n'est évidemment pas en Gémeaux, mais qui est en Taureau. Le Taureau, c'est la matrice. Le Taureau, c'est celui qu'on garde pour reproduire, c'est l'organe reproducteur. C'est celui aussi qu'on sacrifie. Donc, face à ça, on a toutes les forces contraires et en même temps qui nous aident à nous dire, mais en fait, je suis mon propre reproducteur de mes erreurs. À quel moment est-ce que je laisse cette reproduction se rétablir encore et encore et encore?
Pourquoi? Parce que c'est le taureau, parce que j'ai besoin justement de me reproduire. J'ai besoin, de concrétiser, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin, de faire bouger les choses, hein, dans toutes les symboliques du taureau, encore une fois, qui ont été très largement, dévoyées. Et donc on le voit là sur le schéma. Il y a toutes ces oppositions et ces égrégores autour, qui en plus sont encerclés par les 4 étoiles du destin, Antares, Régulus, Aldébaran et Formao, mais j'y reviendrai très largement encore une fois. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que vraiment c'est fascinant. Qui encadre, on ne le voit pas très bien là, mais ça fait un petit peu comme un carré, c'est-à-dire que de toute façon, je ne pourrais pas m'en sortir. Et on a toutes les puissances autour, les événements, les circonstances, hein, où on nous dit que on va aller, il faut être prêt à perdre nos enfants. Qu'est-ce que ça crée? C'est un exemple parmi tellement d'autres. Tu, tu te dis, mais non, enfin, il en est hors de question d'aller sacrifier nos enfants. On est déjà passé par là, on va pas reproduire les mêmes erreurs. On a besoin de créer autrement, de se produire autrement. On a besoin de régénérer la terre autrement, etc., etc. Mais en même temps, autour, avec tous ces cycles, avec toutes ces croyances, avec toutes ces mémoires, hein, les égrégores sont faits de mémoires, d'expériences, d'histoires racontées, vécues, euh, intériorisées et du coup intégrées comme vraies, où on se dit, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, il y a quand même peut-être un espoir, puisqu'on nous dit qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et ça les fait bien rire. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a? On a Troie Atlas qui, au contraire, tourne en sens inverse. Troie Atlas, encore une fois, fascinant. J'ai eu différents messages, mais ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo, qui a commencé justement au moment du mois de juillet, hein, à la période du lion, de ce pouvoir, de cet été, hein, juillet-août, qui est la période historiquement de Jules César et de l'empereur Auguste, qui ont chacun mis 31 jours pour être sûr d'être les plus grands. Ça vient de là, hein, les 31 jours de juillet et d'août. Donc cette espèce de pleine puissance, sans forcément rien faire, parce que le lion c'est le roi de la jungle, mais concrètement, hein, je parle d'un point de vue animal, là, hein, je parle pas du tout du signe astro. Concrètement, il fait pas grand-chose, hein, c'est juste par sa crinière, hein, qui l'impressionne. Et c'est par où est arrivé Troya Atlas. Enfin, c'est à cette époque-là, pardon, qu'est arrivé Troya Atlas, et elle est arrivée, évidemment, sur le, le Sagittaire, le Scorpion, pardon, le Scorpion, le Serpentaire et ensuite le Sagittaire. Et en fait, elle va en sens inverse. Mais on est tellement... Alors ouais, on écoute les messages, qu'est-ce qu'il nous dit et tout. Et il y en a plein qui ont saisi pour moi des messages qui sont vrais, hein, au-delà de ceux que j'ai pu saisir, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est-à-dire point de bascule, observation. C'est exactement ça. Elle est en train de te montrer qu'il y a un mouvement inverse qui est possible, puisqu'elle va finir sa course, qu'on essaye de justifier, hein, alors que la NASA en perd ses faux arguments. Terminer sa course à peu près au mois de juillet ou sur Jupiter. Excellent. Sur Jupiter, qui, bien entendu, n'est pas en Cancer, hein, mais Jupiter qui est en Gémeaux. Et le Gémeaux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc 1 an. 1 an pour te montrer comment est-ce que tu peux faire, en fait, inverser cette roue, hein, si tu as l'image. De dire waouh, stop là, on arrête de bloquer ou on arrête ce mouvement-là qui nous écrase et on enraye le mécanisme pour remettre les choses à leur place. Donc il y a comme une forme de spirale en fait à faire. Et donc Troie et Atlas, après logiquement on ne l'est ou on ne la reverra plus, s'arrête Jupiter qui est donc
en Gémeaux. Gémeaux, mais je reviendrai aussi dessus, c'est Castor et Pollux notamment. C'est les deux personnages très très rapidement. Il y en a un qui est un dieu ou un demi-dieu, il me semble, oui, et l'autre qui est un homme. Et d'ailleurs, ils veulent pas se séparer tous les deux. Donc elle est là en fait l'image. Pourquoi est-ce qu'on veut forcément séparer l'homme de Dieu? Pourquoi est-ce on s'est déconnecté de notre étincelle divine, de la part de lumière de notre cœur divin qu'on a en chacun de nous? C'est ça le message de Troie et Atlas. C'est de te dire, hé, reviens dans ton cœur, reviens dans ta lumière. Et pourquoi est-ce que c'est important que je fasse, pourquoi cette vidéo maintenant? Parce qu'on arrive dans le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver, et si jamais ça t'intéresse, je referai une vidéo qui va expliquer ces deux portes. Le solstice d'hiver, pour plein de dates de placement, et encore plus aujourd'hui, c'est la porte du divin. Mais la porte du divin en nous, de l'homme nouveau. Et Troie et Atlas termine sa course juste après le solstice d'été, qui est la porte de l'homme. La porte de l'homme qui a permis de sortir de la roue, parce que sinon on recommence encore et encore. C'est la porte de l'homme qui, une fois qu'il s'est ouvert à son divin en lui, puisque les jours après rallongent, d'accord, après l'hiver, d'accord, le solstice d'hiver qui est le jour le plus court, et qui, au fur et à mesure, du coup, va engendrer, va initier, c'est tout ça, l'hiver, le printemps et le début de l'été, va semer, va récolter, va nourrir, etc. La terre, sa terre, les éléments qui le constituent, mais aussi qui l'entourent autrement, pour pouvoir ensuite être dans la matérialité, donc la porte de l'homme, c'est-à-dire pour pouvoir être un nouvel homme qui pourra ensuite aller vers le cycle d'automne, voilà, autrement, autre part. Et pourquoi? Parce qu'il aura intégré cette part de Jupiter en Gémeaux, c'est-à-dire, je n'ai pas à choisir entre, par exemple, une religion ou tel principe. Non, en fait, je suis tout en même temps. Je suis le tout et son contraire. Je suis le microcosme et le macrocosme. Je suis le créateur. Et ça t'invite aussi à sortir des faux égos spirituels, des fausses paroles, qu'elles soient en toi. Je parle évidemment aussi pour moi, mais qu'elles soient aussi à l'extérieur. Des personnes qui te disent « tu dois faire ça pour te sentir comme ça ». Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est les guides. C'est bon, faut arrêter maintenant. Est-ce que vraiment, en écoutant ces personnes qui te vendent des formations ou des guidances, la plupart du temps, à 2 balles, et ensuite, clairement, ça aussi, si ça t'intéresse, je te le démontre en une vidéo de 20 minutes, qui sont quasiment toutes maintenant formatées par l'IA, aussi bien en termes de messages, de rituels, Est-ce que vraiment elles te permettent de te sentir mieux? J'ai des doutes. Donc, l'aube d'un homme nouveau, de l'homme divin, quoi nouveau, de l'homme divin, passe par toi et par personne d'autre. J'ai remis la carte là d'une façon un peu plus simple, même si elle n'est pas bonne. Je suis en train de refaire toutes les cartes puisque le système n'existe pas. Parce qu'en plus, comme ça, à plat, ça ne marche pas. Donc, je suis en train de tout reconfigurer. Mais c'est un petit peu pour te montrer. Et là, donc là, déjà, je te montre la carte du ciel réel. Tu peux aller voir n'importe quelle appli qui te donne le ciel réel. Et je vais tenter d'accélérer parce que YouTube va pas aimer encore, et toi non plus parce que je parle trop. Mais c'est pour te montrer au niveau du ciel, que tu aies une image un peu plus concrète de ce que je t'ai montré là juste avant. Tu vois, là en fait c'est la pleine lune. J'ai pris la pleine lune parce que c'est plus facile au niveau de l'axe.
Donc la pleine lune, elle est là, d'accord? Donc c'est en gros, le cercle que tu vois là, c'est quand tu lèves, tu te mets, par terre, tu lèves les yeux au ciel, c'est ce que tu vois, d'accord? Au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Et ça correspond du coup à l'hémisphère sud, enfin, ça correspond à la partie que tu ne vois pas. Soit parce que c'est plus avancé dans la nuit, ou soit parce qu'il ne fait pas encore nuit. Ok? Donc, quand tu lèves les yeux là au moment de la pleine lune, tu as la pleine lune donc dont la hauteur ne reviendra pas d'ici 2042. Hein. C'était une pleine lune particulièrement volumineuse, particulièrement éclairée. Encore une fois, s'il était besoin d'insister sur sa vibration exceptionnelle. Et donc, hop, ça tourne dans ce sens-là. Et Troy Atlas, donc je l'ai remis ici là pour le fun, tourne dans l'autre sens. D'accord? Troy Atlas, au moment de la pleine lune, et là, passe justement en dessous de Régulus, en dessous du Lion, et vers l'Équerre, pour te montrer la direction. Il est passé avant dans la Vierge. Hein? Et il est passé avant, elle est passée avant, comme je te l'ai dit, par le Scorpion, le Serpentaire, etc. Donc là, elle se dirige vers le Lion, d'accord, la constellation du Lion, pour te montrer la direction. Et elle va finir, bam, ici. C'est en gros, c'est dans l'autre sens par rapport à ce que je viens de te montrer. Donc, nous, on est là. Tu lèves les yeux. Il y a autour de toi, il y a Jupiter. Il y a Uranus, puisque Uranus est en Taureau. Uranus n'est pas en Gémeaux, il ne sera pas en Gémeaux non plus en 2026. Et derrière, en fait, juste derrière, il y a Aldébaran, c'est-à-dire une des 4 étoiles qui régissent le ciel. On a 4 étoiles qui régissent le ciel, sur lesquelles je reviendrai aussi parce qu'elles sont également fascinantes. Antares, Régulus, Aldébaran et Formao, qu'on appelle aussi l'œil de Sauron. C'est un petit clin d'œil pour ceux qui ont déjà vu Le Seigneur des Anneaux. L'œil de Sauron qui est au large des constellations de la baleine, du poisson, dans les eaux profondes, les mémoires matricielles, en fait, les mémoires du monde, qui sont, quelles que soient les religions, qui sont féminines, hein, mais qui sont sombres, donc du coup qui font peur, qui relèvent beaucoup d'ailleurs de cette mythologie sur les dragons et sur les serpents qui ont été complètement galvaudés. Bon, bref. Et donc, toi, quand tu lèves les yeux, l'ascendant, là, c'est-à-dire ce qui se lève, ce que tu vois, c'est le lion. C'est le lion, mais le lion façon Régulus. C'est le lion qui t'amène à dominer, c'est le lion qui t'amène à être lumineux, à être solaire, c'est le roi soleil un peu. Et ça, tu l'as dans ton horizon. Mais en face, le soleil, qui est donc en serpentaire, il a toute une configuration avec Mars, avec Mercure, avec Vénus, avec la lune noire. Hein. Lilith, c'est pas Lilith, hein, c'est la lune noire, qui sont juste en face, qui t'invitent à être regardé, mais tu ne les vois pas et surtout tu ne veux pas les voir. Hein, je reviendrai sur la lecture de cette carte, évidemment, je vais en proposer des modèles. J'ai déjà proposé à 10 personnes, je suis en train de le finir et je suis en train de monter tout le modèle pour offrir une carte, enfin proposer des lectures qui sont extraordinaires de vérité pour la libération, hein, parce que c'est très important, la prise de conscience et l'émancipation, pour sortir de cette roue et aller dans une spirale qui te ramène au cœur, à ta lumière, à ton étincelle, à ta mission. Mais donc, il y a ces 4 étoiles-là
qui te rappellent en fait des mémoires qui te traversent, qui te travaillent, mais qui te transpercent en même temps et qui te demandent d'y voir clair, mais parce que c'est le nord, donc c'est la direction vers laquelle tu es amené à aller, mais c'est très compliqué parce qu'on a tout un amas là de perspectives, d'enjeux, de mémoire, où tu te dis que forcément ça va se terminer en guerre, que forcément ça va se terminer en lutte, que forcément tu vas être arraché en fait même à, à tes viscères. Il y a quelque chose de très viscéral là-dedans. Et quand tu lèves la tête, ce que tu vois, c'est au niveau du milieu du ciel. Alors, je vais le montrer. C'est pas celle-là. Voilà. Donc là, je reprends. Si jamais tu te mets à terre, tu lèves les yeux. Tu sens que tu es appelé par autre chose. Tu sens qu'il y a toutes ces forces, toutes ces égrégores. Euh, mais ce que tu vois, comme je t'ai dit, c'est ce qui se lève, c'est ce Régulus, c'est ce lion. C'est comme ça, t'as pas le choix, t'es obligé de suivre l'ordre. Et en plus, de l'autre côté, mais j'ai pas le temps là d'y revenir, il y a Pluton en Capricorne. Pluton est en Capricorne. Et pourtant, avec le Verseau autour, c'est ce vers quoi tu es, c'est le nœud nord, c'est ce vers quoi tu es amené à te diriger, c'est-à-dire l'humain universel. Hein. Le Verseau, ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'a vendu, c'est celui qui contribue au monde, mais parce qu'il est humain, parce qu'il irrigue, parce qu'il va puiser dans sa force, justement lumineuse, sa force humaine et donc divine à la fois, pour aller irriguer le monde autrement. Et ça, tu le sais, tu le sens. Mais il y a ces forces invisibles, inconscientes et en même temps traumatisantes, qu'elles soient karmiques, générationnelles, historiques, civilisationnelles, etc., qui te disent mais je peux pas, j'y arriverai pas. Ils sont là, ces chakras du bas qui, qui, qui t'embrouillent et qui t'engluent. Et d'autant plus que quand tu lèves les yeux au ciel, t'as quoi? Donc là, c'est en fait la- c'est pas déjà la roue, hein, c'est pas plat. Hein. Là, c'est le milieu du ciel que tu vois au moment de la pleine lune. D'accord? Donc, tu as la lune, comme je t'ai dit, il y a Jupiter qui est en Gémeaux, on le voit bien ici. Il y a Orion, pareil, la mythologie, c'est n'importe quoi. Bon, c'est encore autre chose. Et en face, toi, ce que tu vois, c'est Persée. Persée, qui est celui qui a vaincu la Méduse. Donc tu te dis, si jamais, en fait, je sors un petit peu mes serpents, hein, si jamais je, je vais à l'encontre du monde qu'on essaye de me peindre et que moi-même je me suis peint, que moi-même, pour ne pas y voir l'horreur, pour ne pas être pétrifié, etc., j'y reviendrai aussi, et ben, qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, je vais avoir la tête coupée. D'ailleurs, à titre d'anecdote, sache que Asclepios, Ophiuchius, se sert notamment du sang de la méduse, notamment de la veine cave au niveau droit, donc tout ce qui va être mémoire du cœur, de l'empathie, de l'intuition, pour sauver euh, les mortels. Et par contre, du côté gauche, donc le cerveau gauche est commandé par le côté droit, hein, il y a un effet d'asymétrie, et ben lui il tue. Ça c'est drôle. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Je veux pas trop t'embrouiller. Peut-être que tu connais la mythologie, hein, d'ailleurs. Hein. Mais je vais la raconter sous forme de contes et légendes, mais les vrais. Hein. On va se faire plaisir. Mais ça prend beaucoup de temps, parce que j'ai envie en même temps de le mettre en musique, j'ai envie de le mettre en image. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, et évidemment, je te demanderai de l'aide et du soutien, mais on verra ça plus tard. Enfin, je vous demanderai pardon si j'ai tendance des fois à tutoyer, c'est parce que je pars dans mes histoires, et pourquoi aussi
parce que je sens tellement la tristesse, la lourdeur, l'accablement des gens qui essayent de faire comme si et qui en fait n'en peuvent plus, que enfin voilà, moi je parle à des âmes et c'est vrai que les âmes, il n'y a pas de vouvoiement en fait. Voilà. Donc c'est nullement offensant. C'est de cœur à cœur, d'âme à âme. Et Persée, donc qui a bien entendu encore une fois un lien avec Jupiter, mais je vais pas raconter l'histoire, ça sera une autre histoire sur les constellations, ça sera encore autre chose. Mais bon, très rapidement, donc il est aidé des dieux exécutants de Jupiter, Zeus, donc il est notamment aidé par Hermès, par Athéna et toute la clique là, pour aller couper la tête de la Méduse, qui à la base était une très belle femme, mais qui a été violée alors dans le temple d'Athéna par Poséidon. Tiens, encore un autre. Athéna lui en a voulu, c'était pas possible pour elle, donc du coup, voilà, elle l'a transformé en ignoble créature, pour l'une des versions. Bon, tu vois bien déjà qu'il y a un petit problème quand même. Donc, Persée, pour pouvoir empêcher que sa mère ne se marie, la condition c'est qu'il ramène la tête de la Méduse. Le roi qui veut épouser sa mère, il est convaincu que il y arrivera pas, donc il lui dit t'as qu'à aller me récupérer la tête de Méduse. Donc bon, voilà, il y va. Mais pour la récupérer, il se sert d'un bouclier. Tu connais peut-être l'histoire. Et on est pile poil dedans. C'est-à-dire qu'au milieu du ciel, tu vois, et c'est le bouclier qui est représenté notamment aussi par l'étoile Algol, qui est l'étoile du mal, qui est l'étoile la plus maléfique. Mais ça aussi, quand on relit, ça voudrait dire que finalement, la Gorgone, Méduse, est le mal incarné, qu'il faut lui couper la tête. Et que même une fois qu'elle a la tête coupée, en fait, elle peut encore pétrifier les personnes qui la regardent. Sauf qu'il y a quelque chose qui est bizarre. C'est que après, Athéna s'en sert. La Gorgone est souvent prise par les guerriers. Donc c'est peut-être qu'elle a quand même un pouvoir régénérateur. Et comme je t'ai dit, il y a aussi le fait que selon le côté du sang que l'on prend, elle a le pouvoir de régénérer et de guérir. Donc en fait, ça, toi, tu le sais pas. C'est pour ça que c'est important de déconstruire les mythes pour pouvoir raconter leur vraie histoire. Parce que toi, ce que tu vois, c'est déjà, je vais pas aller provoquer, parce que sinon on va me couper la tête, de façon symbolique. Je ne vais pas aller regarder ce qui me fait peur dans un miroir parce qu'on va me pétrifier dans un sens ou dans l'autre, que ce soit dans tes relations, dans ton boulot, que ce soit face à toi-même, face à quelqu'un que tu as aimé ou que tu aimes ou qui t'a renvoyé cette image-là de toi. Donc du coup, t'y vas pas en fait. Même si tu sens qu'il y a une autre lumière, qu'il y a autre chose, qu'il y a une nouvelle guérison, qu'il y a une régénération, t'es pétrifié. Parce que ça pourrait t'apprendre, parce que ça pourrait te faire voir, parce que ça pourrait te montrer, parce que ça pourrait te demander d'affronter. Et ça, les égrégores, ceux qui manipulent, ceux qui connaissent très bien tous ces procédés-là de communication, d'alchimie, etc., ils le savent. Et donc c'est eux qu'on l'équerre et le compas. C'est là la référence. Et donc, qui selon leur bon vouloir, dessinent, tracent ta route, ta vie, ton destin, en te faisant croire, mais c'est même pas en te faisant croire, en instillant dans ton cerveau, dans tes corps, dans ton alimentation, dans ton environnement, dans tous tes pores, dans toutes tes cellules. Maintenant, on est aussi sur les ondes. Tous ces messages qui te font dire qu'il vaut mieux se taire
quitte à mourir à petit feu, plutôt que de laisser son pouvoir de régénération et de guérison intérieure s'exprimer. Terrible, quand même. Terrible et très puissant. Masculin et féminin, hein, des deux côtés. Bon, alors j'ai déjà pris beaucoup trop de temps, mais je voudrais terminer du coup quand même déjà sur l'histoire de Camille Claudel, qui représente parfaitement pour moi cette dissociation qui peut mener à la folie et à l'enfermement à travers cet exemple de Camille Claudel. Mais j'ai parlé des deux portes, de cette porte divine et de cette porte de l'homme, notamment à travers Janus, qui est une divinité aux deux visages, mais qui est aussi donc relatée par Jean. On a Jean, Saint Jean le Baptiste et Saint Jean l'évangéliste. Et Jean l'évangéliste, quand il est jeune, donc au moment du retour de la lumière, donc au moment du solstice d'hiver, on dit d'ailleurs que c'est celui que Jésus aimait. On l'appelle l'évangéliste puisque on lui attribue donc l'évangile selon Saint Jean. Et comment démarre, quel est le prologue de cet évangile? Au commencement était le Verbe. C'est le Verbe, c'est la parole, le logos. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. C'est-à-dire que tout passe par la parole. Qui est créateur de parole si ce n'est nous-mêmes? À qui accorde-t-on la parole? Qui croit-on sur parole? Qui arrive à s'immiscer à tel point qu'on en oublie notre propre parole, notre propre pouvoir du Verbe. La vie était la lumière des hommes. C'est la parole qui crée. La parole, il faut vraiment la prendre en termes de son, de vibration, la puissance des mots, la puissance de l'écrit. Depuis toute petite, les mots pour moi ont un sens, d'où la richesse de la langue française. Les silences ont un sens, la vibration du son des cordes vocales a un sens. La vibration évidemment des instruments, la vibration des éléments. Bon. Et c'est comme ça, c'est en prenant conscience, je vous invite vraiment à méditer ou à comprendre dans quelle mesure est-ce que vous pouvez être créateur de parole et dans quelle mesure est-ce que vous avez trop longtemps laissé votre parole pourrir, mourir, ou vous l'avez trop longtemps laissé se faire gangréner pour qu'elle puisse à ce point vous faire dire que tout est ténèbres et que rien n'est possible et que la lumière est au bout du tunnel, mais qu'il y a quelqu'un qui va vous l'apporter. Non, il faut aller la traverser, ce tunnel. Voilà, c'est pas une réflexion. C'est pas une petite réflexion, c'est pas un petit travail. En 2 mois, j'ai guéri, en 2 mois, c'est faux. Alors, on peut faire plein de prises de conscience, etc., évidemment. Mais ça passe par le cheminement. Les 7, évidemment, sont importants. Mais une fois qu'on a fait les 7, on parle souvent de période de 7 ans, les 7 sont très importants, évidemment, symboliques. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut aller vers le 8. On casse le cercle. Ok, j'ai compris, maintenant je choisis. Et je vais jusqu'au bout de mes choix. Je ne retourne pas en arrière. D'accord?
Sinon, on va au 9, donc on veut quand même que tout se passe bien, on veut clôturer, on en a marre, et cetera. Et puis, bah, du coup, 10 et hop, c'est reparti pour un tour. Là, non, le 10 a une toute autre symbolique, là. C'est pas la roue de fortune, là, le 10 pour moi. Le 10, c'est le magicien, hein. Tu as les outils pour ne plus te faire manipuler, tu as tout en main pour créer le zéro, hein, le nouveau monde. Oser. Évidemment, j'y reviendrai. Donc je voulais terminer sur cet exemple de Camille Claudel. Donc Camille Claudel qui est née oh bah mince, le 18 décembre je crois. Non, le 8 décembre, pardon. Le 8 décembre 1864, si je ne me trompe pas. Que tu connais certainement, enfin voilà, je pense que tu en as déjà entendu parler. Qui était une sculptrice qui est morte ignorée et après 30 ans d'internat. Donc, je vais t'expliquer rapidement son parcours, parce que pour moi, ça représente tout à fait cette énergie d'Ophusius et de cette porte divine. Donc, alors elle a toujours été, alors elle vient déjà d'un passé traumatique aussi bien de père que de mère, hein, qui ont été alors de nobles, descendance assez grande. Mais qui à un moment donné ouais, ont été des rebelles et ont été punis pour ça d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, elle naît 13 mois après la mort de l'aîné de la famille, du premier fils. Donc bon, voilà, un deuil qui n'a pas forcément été très bien fait. Enfin, on retrouve bien toute cette énergie un petit peu, on va dire, destructrice et en même temps régénératrice. Hein, tout ce qui est poussière et poussière et revient. Bon, c'est ça, hein, c'est exactement ça, cette symbolique. Et elle a la chance d'être toujours supportée par son père, hein, malgré l'époque, sur ses envies. Elle vient, son père notamment, vient d'une lignée de docteurs assez important. Le nom m'échappe, mais c'est pas le sujet. Bon, donc déjà, elle a son père quand même en appui. Et donc très vite, elle est remarquée pour ses travaux et bon, c'est un milieu évidemment d'hommes et donc elle a plusieurs personnes qui lui apportent du soutien et notamment Auguste Rodin que tu connais certainement. Je t'ai mis ces deux photos, pourquoi? Parce que là on la voit quand elle est encore jeune, on voit bien, hein, elle a 20 ans, 1880, on voit bien quand même un certain esprit rebelle hein, pour l'époque. J'adore cette photo. Et là, bah, elle en a 65. C'est une de ses amies sculptrices qui vient lui rendre visite. On la voit à gauche. Et ça fait plus de 25 ans qu'elle est internée dans un asile psychiatrique. Et en même temps, cette photo, elle est magnifique parce que quand on regarde ses yeux, ça donne presque les larmes. Hein. On voit une femme résignée, éteinte, et en même temps, et puis même la façon dont sa tête, enfin, il y a toujours quelque chose, mais on lui a éteint en fait, on le lui a retiré. Voilà, et c'est les deux seules photos d'ailleurs qu'on trouve d'elle. Enfin, il y en a une autre où elle est dans son atelier, mais elle n'avait pas forcément d'intérêt là pour moi. Bon, et donc, elle est très vite repérée, notamment par Rodin. Donc, Rodin qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Hein, Rodin que tu connais forcément. Et Rodin, donc avec qui elle a une histoire tumultueuse, passionnée, comme on dit maintenant, ça rappelle un petit peu les parcours, etc. Pendant 15 ans. C'est ce qui l'a détruit, en fait. Hein. Puisque, donc on a le penseur hein, de Rodin qui est le plus connu, on a le baiser, magnifique sculpture qui à l'époque tu t'en doutes, a fait scandale, qui est inspiré. Il a fait plein de bustes hein, de Camille. Il a même exigé qu'il y ait une salle qui soit réservée en son honneur dans son musée. Monsieur est trop bon. Mais toujours est-il que il était, parce qu'évidemment il l'avait comme maîtresse, hein, mais en fait il était engagé avec une femme à peu près de son âge, avec laquelle il est toujours resté engagé et avec laquelle qu'il a fini par épouser, en fait. D'accord. Là, c'est pour le côté un petit peu masculin, pardon. Puisque on a un homme qui, alors,
c'est vrai qu'a priori, hein, il a cherché quand même à l'aider financièrement, super. Il a cherché, des soutiens, pour qu'elle ait des commandes quand il l'avait épousée, quand il avait épousé, sa femme, quand, bon, il a cherché quand même à lui venir, en aide, mais bon, c'est un petit peu le mécène, quoi, hein, parce que derrière, on a surtout cette image. Et il a fait plein de sculptures qui sont magnifiques, hein, en termes de sensualité, de corps, d'amour vrai, en fait, hein. Le penseur, c'est exactement ça pour moi. C'est cette dimension. Alors Ozzy Osbourne, tiens aussi, était serpentaire, si jamais t'es heavy metal. Ça aussi, hein, je trouve que ça lui va parfaitement comme signe. Mais le penseur, c'est ça, c'est le masculin qui finalement s'assoit, s'interroge et du coup ne fait pas. Et pourquoi je parle de cette bascule-là? Parce qu'en fait, on a un homme là qui pendant des années, je pense, a hésité entre raison et passion, entre devoir et intégrité, entre bon, etc., etc. Mais à force de trop penser, à force de se demander, à force d'attendre, on a un homme qui est abattu, qui, qui s'enfonce. Et on a un homme du coup qui n'agit pas. Et elle est là, cette bascule aussi pour le masculin qu'on a en chacun d'entre nous, et là d'autant plus pour les hommes, si tu es né homme, hein. C'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce que je me redresse par rapport à tout ce que j'ai compris, par rapport à tout ce pouvoir que j'ai en moi, par rapport à tout ce pouvoir qu'on m'a octroyé qui est peut-être inconsidéré, par rapport à tout le pouvoir que je ressens dans ma part féminine, mais aussi chez les femmes, que j'ai d'une façon ou d'une autre cherché à minimiser. Comment est-ce que je réunis tout ça pour me lever et pour bâtir autrement, pour me redresser autrement et arrêter de me poser des questions. Regarde, il a le coude droit, donc notamment sur sa bouche et sur sa gorge. Arrêter de me taire, arrêter de ne plus agir, ben justement lâcher ma parole. Lâcher ma parole parce que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose en fait qui me plie, il y a quelque chose qui me fait mal. Mais il a quand même fait le choix de suivre la société et les bonnes mœurs, entre guillemets, puisqu'avoir une maîtresse, c'était pas très grave. Par contre, après l'épouser, c'était plus un problème quand même. Il est là, ce choix. Et d'un autre côté, on a cette magnifique Camille Claudel. Alors, chose assez incroyable, notamment sculptée. Et oui, tu l'as vu, Persée et Méduse, dont jaillit d'ailleurs Pégase et Chrysaor, mais ça c'est une autre histoire. Ça aussi, magnifique, quand même, par rapport à tout ce que je viens de te raconter. Et aussi cette magnifique sculpture, alors qu'après elle va appeler l'abandon. On n'a que des sculptures en termes de positionnement, de courbe, d'ondulation, qui rappellent beaucoup évidemment le serpent. Mais regarde, magnifique, la valse. La valse, c'est magnifique. Il y a plusieurs sculptures aussi où on voit que finalement elle peut être elle-même, enfin les femmes, hein, peuvent être elles-mêmes seulement si elles sont protégées, ou sinon c'est au coin du feu, ou parfois elles peuvent être submergées. Enfin, on a toute cette dimension-là. C'est pas seulement pas. Alors évidemment, elle est serpentaire, donc bien sûr que ça m'a inspirée, et je trouve ça assez fascinant, même son thème. Mais c'est pour te parler de cette période, hein, tu l'as bien compris. Et on a aussi cette sculpture où, là, regarde, ça s'appelle l'implorante.
où finalement elle va se mettre à genoux pour être reconnue par le patriarche. Alors bon, c'est Rodin bien sûr, mais qui part, et de ne pas laisser partir aussi ceux qu'elle aime. Elle implore. En fait, on a une femme profondément moderne, libérée, et en même temps qui est sous le joug de l'empire masculin patriarcal, des conventions, et qui du coup se sent exilée, abandonnée, et c'est ce qui va faire qu'au fur et à mesure, elle va être rejetée, qu'elle va être oubliée, et qu'elle n'aura pas les commandes, malgré l'appui effectivement de certains hommes en back-office, on va dire, euh, et qui va petit à petit la rendre dingue en fait. Et pour moi, on est à ce point de bascule, sauf qu'on n'est plus en 1900, hein. On est 120 ans après. On a les moyens, aussi bien en tant qu'homme là, de Rodin qu'en tant que Camille, de s'affirmer dans toutes nos cambrures, dans toutes nos courbures, dans toutes nos ondulations, dans, dans, dans toute cette part dont j'ai pu parler, sans courber les chines, sans se faire tout petit, sans se faire submerger, mais au contraire en se dressant, donc dans notre part masculine et féminine, en tant qu'homme et en tant que femme, pour être dans cette valse. Elle est magnifique cette valse. Elle est une et enfin c'est un mouvement, et c'est une danse, hein. C'est accepter aussi peut-être de vaciller, c'est accepter de s'unir, et c'est accepter de se séparer, c'est accepter de danser avec la vie, c'est accepter de s'abandonner, c'est accepter de se découvrir, accepter d'être à un moment donné dirigé ou de diriger, accepter et avec soi, avec l'autre, et de ne plus se laisser imposer par contre le tempo. Elle est là, cette porte du divin. Et elle ne passe que par la réconciliation de ces deux polarités, de ces deux entités. Et je vais terminer, puisque, alors je suis désolée, hein, je fais des vidéos longues, ça plaît pas à YouTube, peut-être que ça ne vous plaît pas, mais ça aussi, hein, la rapidité, la rapidité, le ouais, non, mais va droit, but et tout, ne permet pas la profondeur de la conscience, de la connaissance. C'est pas vrai, ça se saurait, sinon il suffirait de lire lire un livre comme ça en travers. Ouais, ouais, c'est bon, tiens, chat GPT, tu me fais le résumé, s'il te plaît? Ouais, c'est bon, hein, j'ai les connaissances. Ben non. La conscience passe par la connaissance, et la connaissance passe par l'apprentissage, et l'apprentissage a un temps. Et là, le temps est venu. Le temps est venu de prendre le temps de se libérer, de retrouver sa lumière intérieure pour la diffuser autrement sur cette année 2026. C'est ma conviction profonde. Je voulais juste terminer pour dire qu'on peut sortir de cette roue et sortir de ce système qui voudrait nous faire croire que tout est bloqué. Puisque donc Camille Claudel a fini internée donc, au moment de la mort de son père, qui l'a toujours soutenu. Ça n'existe plus maintenant, sauf pour les mineurs, je crois. Enfin bon, pardon, je suis pas très pro là-dessus, mais on pouvait être interné d'office sur la demande de la famille. Donc elle est internée en 1913 à la mort de son père. Elle y restera donc jusqu'en 1943, hein, où elle meurt finalement un peu de faim parce que les asiles psychiatriques pendant la Seconde Guerre mondiale, les malades sont les premiers touchés par le manque de nourriture. Son frère, hein, Paul Claudel, qui était un écrivain, ne vient la voir que 12 fois hein, quand même. Sa mère et sa sœur, jamais. Et il n'y a que son ami qu'on a vu là en photo qui vient la voir, je crois, 2 fois. Mais bon, je trouve que c'est la symbolique d'un monde que malgré tout on reproduit, même s'il y a eu des avancées. On est toujours dans ces perspectives-là.
puisque elle se plaint en 1919. En 1917, son état s'améliore. Et en 1919, elle multiplie en fait les lettres, enfin tous toutes les procédures, tous les bras qu'elle peut essayer d'attraper pour pour qu'on la sorte en fait de cet asile. Et sa mère en fait s'y oppose tout le temps, en disant qu'elle a déjà eu bien du mal avec sa en disant que c'est déjà bien assez difficile pour elle, et puis car en plus, voilà, une fille qui lui a causé tous les tracas hein, par rapport à la bonne société, évidemment, des idées complètement folles, bon, et qui en plus, bah, franchement, n'a pas été très sympa. Bon, tout ce qu'on peut attendre d'une mère qui suit les principes de la bonne société. Et il y a une lettre, et je vais terminer là-dessus. Donc, elle demande quand même des vêtements, enfin voilà, et à chaque fois, elle écrit à son frère Paul, à sa mère, pour les supplier de la faire sortir. Et une des dernières lettres de sa mère, donc je vais vous la lire. Chère fille, j'ai sous les yeux la dernière lettre, et je n'arrive pas à imaginer que tu puisses écrire de pareilles horreurs à ta mère, hein, le moi. Je sais que malheureusement, il y en a plein parmi vous qui se retrouvent face à des mères qui font porter tout le poids du monde à leurs enfants, malheureusement. Dieu seul sait ce que j'aurais subi par mes enfants. Paul m'accable de reproches parce que selon lui, nous aurions avantagé Louise, donc la sœur, à ton détriment. Et toi, Camille, comment oses-tu m'accuser d'avoir empoisonné ton père? Tu sais aussi bien que moi qu'il avait près de 90 ans quand il nous a quittés, que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous le garder en vie le plus longtemps possible. Il a assez souffert lui aussi quand il a connu tes relations avec Rodin, l'ignoble comédie que tu nous as jouée. Moi, assez naïve pour inviter le grand homme avec Madame Rodin, sa concubine, et toi qui faisais la sucrée qui vivait avec lui en femme entretenue. Bon, prostituée en gros. Je n'ose même pas écrire les mots, ah bah tiens, qui me viennent à l'esprit. D'après toi, nous serions, Louise et moi, sous la coupe de Berthelot, l'ami de Paul. Tu dis qu'il tire les ficelles, c'est ton expression. Quand on pense à la gentillesse de Berthelot, pour nous, on croit rêver. Ce n'est pas tout. Louise, prétends-tu, t'aurais volé ton héritage? Ben, un peu, ouais. La pauvre enfant qui a eu tant de mal à élever Jacques, à lui faire une éducation. Arrêtons là, veux-tu? Ta lettre n'est qu'un ramassis de calomnies, toutes plus odieuses les unes que les autres. Mais tu ne me dis pas si tu as reçu le manteau que je t'ai fait envoyer par la Samaritaine, ni si la maison Félix Potin a bien expédié le café, les biscuits à la cuillère que tu avais demandé. Naturellement, cela ne compte pas. Je t'embrasse. Voilà. L'illusion, les masques, la parodie, l'atrocité, l'étrangeté de ce monde. Et je terminerai là-dessus pour te dire que oui, on peut changer les choses, même si évidemment c'était trop tard pour Camille Claudel, mais son arrière petite nièce, quand elle a appris son histoire, elle réhabilite encore son histoire, son patrimoine. Alors certains diront ouais, c'est pour se faire de l'argent et tout. Non, c'est parti, je suis allée faire des recherches. Avant tout d'une volonté de réhabiliter la mémoire de cette femme, de restaurer son patrimoine, son héritage culturel, même pas féministe, d'émancipation. Et donc, il n'est jamais trop tard, même si là, malheureusement, ça n'aura pas été le cas pour Camille Claudel. Voilà, j'espère t'avoir apporté des éléments sur cette porte, sur cette aube d'un nouveau monde, d'un nouvel homme. Et je te dis à très bientôt. Merci d'avance vraiment pour tes soutiens, tes commentaires, tes partages. À très très vite. Au revoir.